Bonjour à toutes et à tous, toutes les personnes qui se sont inscrites pour ce deuxième webinaire organisé de concert avec ICERT et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Nous sommes heureux, avec l'ensemble des interlocuteurs qui vont se présenter par la suite, eh bien de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Claude Vidal et je suis donc administrateur à la Fédération, référent auprès du président pour tout ce qui concerne la formation et conseiller technique auprès de la vice-présidente Céline Guilbert pour tout ce qui concerne le développement des compétences, des profils et de l'innovation. Donc c'est avec grand plaisir que je commence à vous accueillir pour ce webinaire et je vais maintenant laisser la parole donc à monsieur Quentin Laloyo. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je me présente également, donc Quentin Laloyo, responsable commercial de l'organisme de certification ICERT. Donc effectivement, ce webinaire, comme M. Vidal vient de l'évoquer, a pour but justement de vous apporter des renseignements sur la certification, sur les démarches que nous avons mis en place pour un peu vous faciliter la démarche, notamment administrative. Donc voilà, donc on va vous expliquer tout ça dans le cadre de ce webinaire. Je vais également laisser la parole à Amandine Chen, donc ma collègue, pour qu'elle puisse se présenter. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère. Je m'appelle donc Amandine Chen, je suis chargée de certifier chez ICERT depuis plus d'1 an. Je m'occupe que de la partie Calliope et je vais être votre interlocutrice, on va dire privilégiée, si vous avez des doutes ou des problèmes. Donc, ça sera auprès de moi qu'il va falloir poser vos éventuelles questions et aussi nous appeler au bureau si vous avez besoin. Je vous laisse reprendre la main, Monsieur Oui, Vidal, pour oui, parler de l'introduction. oui, tout à fait. Alors donc, dans le cadre de notre intervention ce soir, tout d'abord, je vais revenir effectivement sur les éléments qui nous ont conduits à mettre en place le dispositif actuel et que nous allons vous exposer un peu plus en détail avec Monsieur Laloyau. Donc, on va revenir effectivement sur la genèse et les enjeux liés à la certification Calliope et pourquoi nous sommes concernés au sein de nos unions départementales, parce que c'est quand même la question peut peut-être encore se poser malgré toutes les informations que nous avons pu diffuser au sein de la fédération, autant lors des journées, des rencontres des présidents d'union que également par les lettres d'actu. On va voir également de quelle manière on passe de ce que vous devez connaître pour la grande majorité d'entre vous du Datadoc donc à cette fameuse certification Calliope. Comment se déroule par elle-même la certification avec ICERT, qui est donc l'organisme certificateur qui a bien voulu nous accompagner et qui est présent sur l'ensemble du territoire national, autant métropolitain que ultramarin. Et donc ça, c'est important par rapport effectivement à l'ensemble des unions que nous avons. Et puis ce qui est important, c'est bien sûr, outre les dispositions que nous avons mis en place ensemble en termes de partenariat, c'est en particulier le témoignage de 2 unions départementales qui ont obtenu la certification Calliope, de manière à ce que vous puissiez entendre de par leur bouche et donc ce qu'ils ont vécu, le fait que c'est tout à fait possible pour toutes les unions départementales. Voilà, ça c'est important. Donc on peut poursuivre si vous le voulez bien et passer à la diapo suivante. Je pense que nous avons perdu donc Monsieur Vidal. Il y a peut-être quelques petits soucis de connexion. Je vais me permettre de reprendre la main en attendant que Monsieur Vidal revienne. Normalement, c'était sa partie. Je n'ai pas la prétention de pouvoir prendre sa place, mais voilà, je ne vais pas vous faire patienter pour rien. Donc,
L'idée, effectivement, c'était, alors si j'ai bien compris de ce qui avait été fait au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, je laisserai M. Vidal éventuellement revenir sur cette partie-là. Mais si j'ai bien compris, donc du coup, il y avait eu un groupe de travail, effectivement, qui avait été dédié sur l'ensemble de la certification Calliope pour coordonner l'ensemble des unions départementales. Et ce travail, justement, donc derrière, s'est étendu également à l'ensemble des S10 pour pouvoir justement vous faire bénéficier un peu des accords qui ont été convenus entre la fédération et ICERT. Au passage, ça me fait penser que n'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes plutôt UDSP ou si vous êtes plutôt S10. Nous, de notre côté, en tant que certificateur, on en a aussi besoin pour gérer vos dossiers. Et puis, dans le cadre de ce webinaire aussi, ça nous permet de voir si vous êtes plus des S10 vers qui on s'adresse ou plutôt des UDSP. Après, ça se changerait en soi puisque les informations restent les mêmes, mais ça peut être aussi intéressant pour nous pour qu'on puisse éventuellement comprendre aussi le contexte dans lequel vous êtes puisque vos enjeux sont parfois pas forcément les mêmes. Si on revient sur donc, la présentation de Monsieur Vidal, donc, il indiquait la mobilisation donc, des commissions fédérales avec la commission technique et pédagogique. Monsieur Vidal, vous revoilà. Vous Voilà, nous entendez? désolé, j'ai eu une coupure. J'ai eu une coupure, désolé du réseau, ça a coupé. Non, vous J'arrivais pas à me inquiétez pas. reconnecter. Oui, alors effectivement, le groupe de travail sur la coordination des formations du réseau, à la demande du président, a travaillé pour pouvoir vous accompagner dans les territoires. Et donc, l'objet de notre accompagnement a commencé en particulier par rédiger le guide fédéral certification 2022, qui reprend l'ensemble des critères pour lesquels nous relevons, puisqu'il y a des critères qui relèvent également par rapport à la validation des acquis de l'expérience qui ne nous concerne pas, ou bien encore pour l'apprentissage. Donc on a travaillé essentiellement, évidemment, sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire le développement des compétences, et donc avec des annexes que vous pouvez télécharger et notamment prendre en compte les documents au format Word pour les adapter au sein de l'Union. Outre évidemment ce guide et le partenariat avec ICERT, on a également mobiliser les commissions fédérales et elles travaillent, elles sont en train de travailler pour la plupart, que ce soit la commission SUAP pour l'enseignement du secourisme, que ce soit celle pour les GSP, que ce soit également PECFR très prochainement, de manière à ce que l'ensemble des formations que nous délivrons, qui correspondent à une certification, puisque Calliope prend en compte les certifications déposés au RNCP ou bien au répertoire spécifique, ce qui est le cas de l'ensemble des formations pour l'enseignement du secourisme, autant grand public que le PSE1, PSE2, BNSSA, voire le SST. Voilà. Donc, ce travail continue à s'effectuer et avec l'appui au sein de la fédération, de la direction juridique qui a fait un très gros travail, qui a accompagné l'ensemble des démarches, autant pour la rédaction du guide que également le travail au quotidien. Et du reste, Olivier Rioux, le directeur des services juridiques, donc, est à disposition des UD dans le cadre de l'accompagnement, comme moi-même d'ailleurs, pour continuer à vous accompagner sur les mois à venir dans le cadre des démarches liées à la certification Calliope. Merci Monsieur Vidal donc, du coup, pour cette présentation. Donc, du coup, pour présenter maintenant la partie plutôt sur la genèse et les enjeux de la certification Calliope en tant que telle. Donc, vous avez sûrement tous entendu parler de certains éléments là, qui sont affichés à l'écran, le Datadoc, le label CNEFOP. Donc, il faut savoir que effectivement, Calliope, donc, qui est apparu depuis, ça a été acté depuis 2018. Et l'objectif justement de cette nouvelle certification, c'est on va dire, pousser davantage les organismes de formation dans la démarche qualité. C'est-à-dire que le Datadoc était auparavant mis en place et ce Datadoc avait comme objectif essentiellement de démontrer que vous mettiez donc certains éléments qualitatifs en place. Donc ça pouvait tout simplement mettre une date sur un document et derrière donc montrer que vous le faisiez et ensuite classer la feuille. L'objectif justement, c'est avec Calliope, c'est de dire voilà, on a des documents aujourd'hui qui sont
qui répondent à des critères de qualité. Et l'idée, c'est pas de ranger justement ces documents dans des classeurs, c'est derrière donc du coup de pouvoir les faire vivre et utiliser donc justement ces process pour améliorer donc la gestion en interne des processus pour que les organismes de formation derrière soient davantage plus structurés. Donc on parle aussi des labels CNEFOP dans la certification Calliope. Il faut savoir que les labels CNEFOP, c'était une liste sur laquelle justement sont répertoriés certains labels ou certaines certifications dans le domaine de la qualité. Alors il n'y a pas que, il y a plusieurs caractéristiques, mais la qualité en fait partie. Et ICERT justement avait auparavant développé un label qui s'appelle le label FAC, FAC, facilitateur d'acquisition de compétences, et qui permettait justement de pousser la démarche du Datadoc davantage plus loin. Et ces fameux labels, donc il y en a eu plusieurs, hein, il n'y a pas que ICERT qui est à l'origine de Calliope. On est plusieurs organismes à avoir notre label qui a été repris, où ils ont repris justement certains éléments pour optimiser, pousser le Datadoc beaucoup plus loin et en faire justement ce qu'on a aujourd'hui, la certification Calliope, qui évolue sans cesse. Et donc, bien évidemment, c'est la DGEFP qui est derrière cette labellisation. Il faut savoir que du coup, cette certification est obligatoire au plus tard pour le 1er janvier 2022. C'est-à-dire qu'au 31/12, il faut que vous soyez certifié pour que vous puissiez toujours demander l'accès aux fonds mutualisés. Alors quand je dis le 31/12, ça veut dire que derrière, il faut tenir compte des délais. Et bien évidemment, on verra ça plus tard, mais entre le moment où vous passez votre audit et le moment où vous recevez le certificat, il y a encore d'autres délais. Donc, si vous cherchez à être certifié sur la fin d'année, attention, mais on en reviendra un peu plus tard. Donc, c'est un peu une synthèse de ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé tout à l'heure donc, de la loi, enfin des lois qui ont un petit peu évolué. On a parlé donc, du coup en 2016 justement des labels CNEFOP. Donc, il y en avait plus réellement donc, 53. Et où ils avaient justement comme objectif d'avoir un moyen de contrôle pour financer justement le Datadoc. Et ensuite, donc, du coup, en 2018 est apparue donc, la certification Calliope. Je ne vais pas m'étendre dessus, ce n'est pas spécialement les éléments qui vont vous intéresser aujourd'hui, j'imagine, mais c'est toujours intéressant à savoir. Aujourd'hui, donc, enfin, une certification, donc, c'est une certification pour les PAC. Donc, quand on parle de PAC, en fait, ce sont les organismes prestataires d'acquisition en développement de compétences. Donc, on parle aussi de OPAC. Donc, il faut savoir qu'il y a différents textes qui utilisent différents mots, mais ces mots recensent à chaque fois donc, les organismes de formation. La certification Calliope va toucher donc, tous les organismes qui vont faire aussi bien des actions de formation, du bilan de compétences, des actions permettant donc, de valider les acquis et l'expérience, donc ce qu'on parle quand on entend le terme de VAE, et ça concerne également donc, toute la partie apprentissage, donc les CFA. Donc, on a des CFA d'entreprise et des CFA historiques. Donc, et cette certification, comme je vous le disais tout à l'heure, ça concerne uniquement les personnes, les organismes qui souhaitent bénéficier des fonds publics ou mutualisés. Il faut savoir qu'il y a un numéro de déclaration d'activité par organisme de certification, par organisme de formation, pardon, et également un SIRET. Donc, ce sont des éléments qui vont vous permettre par la suite d'émettre un dossier de recevabilité dont Amandine vous parlera donc dans ce webinaire un petit peu plus tard. Ensuite, si on passe sur la partie Datadoc, en ce qui concerne le Datadoc, donc du coup, c'est un référentiel qui comprenait donc 6 critères et 21 indicateurs. Et aujourd'hui, donc le Datadoc a été poussé vers Calliope et on va dire décortiqué davantage et on va dire représenté sous 7 critères avec 32 indicateurs. Donc ces 32 indicateurs ne vous concernent pas tous dans leur intégralité. Il faut savoir qu'en fonction des actions de formation que vous avez faites tout à l'heure, donc il y a 4 catégories d'actions qui sont citées en haut de ce support. Donc AF pour tout ce qui était action de formation, bilan de compétences, VAE et CFA. En fonction de ces catégories d'actions, vous aurez donc du coup un nombre d'indicateurs qui vous sera demandé
sur lesquels vous devez répondre, et sur lesquels vous serez audité. Donc globalement, si on ramène un petit peu l'ensemble des indicateurs par famille, on va avoir donc les 2 premiers indicateurs qui vont eux plutôt se rapporter à tout ce qui est à la façon dont vous délivrez les prestations. Ensuite, on va avoir les indicateurs 3, 4 et 5 qui eux vont être plus en rapport avec la mise en œuvre des prestations. Et les indicateurs, les critères 6 et 7 qui, eux, portent justement sur plutôt la façon dont vous organisez pour engager des actions d'amélioration dans les démarches en fait, et les processus de la certification Calliope. Globalement, si on reprend les différents acteurs de la certification, vous allez avoir donc du coup l'organisme de formation qui est au centre de l'attention. On va avoir l'organisme de certification et on va avoir également donc l'auditeur. Donc l'organisme de formation, il va avoir aussi bien un échange avec l'auditeur que l'organisme de certification. L'auditeur va, lui, derrière, venir s'assurer que les éléments sont bien mis en place. Il va faire de la récolte de preuves sur lesquelles, justement, il va rédiger un rapport. Ce rapport, il va l'émettre à l'organisme de certification. Et l'organisme de certification va venir, justement, par rapport au référentiel, définir si l'organisme de formation est bien conforme ou non par rapport au référentiel. Et tout ceci doit se faire de manière impartiale, pour justement indiquer la correspondance par rapport aux exigences du référentiel. Et vous avez bien justement une obligation de résultat sur ces critères. Et effectivement, il y a le logo du COFRAC, je ne sais pas s'il parle à tout le monde. Le logo du COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation qui, derrière, vient valider que les organismes de certification sont bien compétents pour pouvoir aussi délivrer la certification Calliope. Donc aujourd'hui, petite parenthèse, il y a 27 organismes de certification dont ICERT fait partie, et les 27 ne sont pas accrédités par le COFRAC. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus, donc faites attention. Nous, aujourd'hui, ICERT a eu son accréditation donc, le 19 décembre 2019. Le 26 décembre, pardon, 2019. Je me mélange dans les dates. La certification, on entend souvent un terme où on dit justement c'est quelque chose qui est imposé. Donc effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être vu comme imposé si vous voulez justement bénéficier des fonds publics et mutualisés. Mais ce n'est pas forcément une contrainte, enfin ça englobe justement derrière des contraintes administratives. Donc quand on parle de contrôle, la certification, il faut la discerner d'un contrôle réglementaire, c'est-à-dire que là vous avez des exigences, mais ce n'est pas la même chose qu'un contrôle réglementaire. De la même manière que l'auditeur, derrière, il ne va pas prendre de décision. C'est l'organisme de certification, comme je vous le disais tout à l'heure, qui, suite au rapport, va indiquer la décision et déterminer justement les non-conformités. C'est également l'auditeur qui est missionné donc, par un organisme de certification privé. Ensuite, on parle de produire des documents. Alors, certes, des écrits sont nécessaires, c'est-à-dire que l'auditeur va à chaque fois s'appuyer sur des éléments qui sont factuels. Il va observer les documents, regarder ce qui est à l'intérieur et voir si justement les différents éléments pour pouvoir certifier de la qualité sont bien présents dans chacun d'eux. Mais ils doivent donc bénéficier de l'activité et ne pas ils doivent bénéficier à l'activité et ne pas se multiplier inutilement. Donc ça, effectivement, ça c'est plutôt un aspect pratique où justement on vous dit quand vous avez différents éléments qui se répètent, parfois il est peut-être nécessaire de centraliser les informations plutôt que d'avoir de la redondance au niveau documentaire. Au niveau des points de vue en audit, on dit que ce sont des moyens de mise en œuvre pour atteindre de la qualité. Et il ne faut pas voir ça justement comme de la formation en tant que telle sur le contenu de support. Au niveau de, si on fait vraiment très attention, en fait, si vous voulez, on dit que la conformité, donc, pardon, je me suis un petit peu mélangé dans ce support. Il y a un respect réglementaire donc, en vigueur, effectivement. Donc, la DGEFP, tout ce qui est en rapport avec la RGPD, le handicap, l'incendie et
Et l'égalité, au niveau réglementaire, c'est totalement quelque chose de différent par rapport à la certification Calliope. Là, en fait, vous avez donc des indicateurs sur lesquels, justement, vous devez vous mettre en conformité. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est à côté, les autres textes, faut vraiment en faire abstraction. Ce sont deux choses totalement différentes. Il ne faut pas faire d'amalgame entre cet aspect réglementaire et le référentiel de certification Calliope. Au niveau du processus en lui-même, donc on va le détailler sur 3 grandes étapes. C'est-à-dire que vous avez au début l'audit initial, à l'issue duquel l'organisme de certification va délivrer justement le certificat. Et c'est au moment où vous recevez ce certificat que se déclenche la durée de 3 ans. Arrivé donc du coup sur une période entre le 14e et le 22e mois, vous avez ce qu'on appelle un audit de surveillance, c'est-à-dire que l'auditeur, enfin un auditeur, va revenir justement auditer ce qui a déjà été vu une première fois lors de l'audit de surveillance initial, mais de manière un petit peu plus légère, et cela vous permettra de maintenir ou pas justement la certification. Donc votre but, c'est justement, durant ce laps de temps entre l'audit initial et l'audit de surveillance, de maintenir de manière correcte justement tout le travail que vous avez pu réaliser et pouvoir justement maintenir cette certification. Et ce travail de maintien justement doit se réaliser également entre l'étape 2 et l'étape 3 qui est la troisième étape, l'audit de renouvellement. Donc c'est-à-dire qu'on boucle un premier cycle de 3 ans et on réentame un second cycle de 3 ans. Comment ça se déroule chez ICERT? Alors, effectivement, donc pour vous présenter de manière un peu plus globale ICERT, on est une structure qui s'adresse essentiellement aux TPE et PME, mais pas que, hein, on s'adresse également aussi à des groupes, des structures un petit peu plus imposantes. Mais notre cœur de métier, c'est plutôt les structures qui sont plutôt dans ce giron, et notamment orientées plutôt vers le bâtiment, le numérique, le domaine de la formation. Je vous ai parlé donc de notre antériorité avec le label FAC, et également tout ce qui est en rapport avec la responsabilité sociétale des entreprises, tout ce qui est en rapport avec la HSE, l'éthique sportive et l'industrie. Les valeurs, je ne vais pas vous en parler tout de suite, je vais en parler dans le slide suivant. Aujourd'hui, donc du coup, on est une structure qui est adhérente de 2 associations qui sont quand même assez significatives dans le domaine de la formation et dans le domaine du diagnostic immobilier, qui sont donc ADEFCOMP et la OCP. Et on est également, donc, comme l'a dit M. Vidal tout à l'heure, on est présent au niveau national et au niveau des DROMCOM, c'est-à-dire qu'on peut intervenir physiquement sur l'ensemble du territoire français. Au niveau des valeurs, donc du coup, on est plutôt sur de l'antériorité, hein, le fait d'être depuis 2017 accrédité donc, sur de la certification, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de certifier des organismes de formation. On est également sur la première liste du CNEFOP dont je vous parlais tout à l'heure depuis 2016. Au niveau de notre expertise, donc on s'appuie sur un savoir-faire d'un groupe. On n'est pas isolé en tant qu'organisme de certification tout seul. Il faut savoir que derrière nous, il y a aussi d'autres structures qui nous permettent d'avancer et de nous tenir à jour aussi des nouveautés réglementaires. En termes de valeur, donc du coup, on apporte beaucoup d'humain dans les échanges que nous avons avec nos clients. Notre but, c'est pas de dire, voilà, vous avez des cases lorsque vous faites auditer et de dire, ok, les cases, elles sont remplies, c'est bon, merci, au revoir. Le but, c'est aussi derrière d'avoir des échanges constructifs et qui vous permettent aussi d'apporter votre point de vue lorsque vous échangez, alors soit avec des auditeurs, soit avec des personnes en interne chez ICERT. Au niveau de la transparence, donc pareil, ça c'est plutôt sur l'aspect documentaire et les échanges qu'on a. Hein. Quand vous avez besoin d'informations, on se tient toujours prêt pour pouvoir répondre à vos demandes et vous expliquer donc du coup comment on constitue tel et tel document, par exemple. Et en termes d'engagement, donc du coup, on a des auditeurs aujourd'hui qui sont qualifiés, qui sont certifiés par rapport à un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir donc, des personnes qui ne connaissent pas la formation ou qui ne connaissent pas la certification, qui viendront vous auditer. Il y aura forcément derrière un process on va dire, pour s'assurer que la personne est compétente et a bien les notions pour pouvoir venir vous auditer.
Et pour l'engagement de l'équipe, bien évidemment, je laisserai Amandine donc, s'exprimer puisque personne mieux qu'elle pourra justement exprimer comment ça se passe au sein de son équipe. Bah, d'ailleurs, c'est justement la partie d'Amandine. Donc Amandine, je vais te laisser la main. Donc rebonsoir à tout le monde, je suis donc Amandine Chen. Je suis chargée de certifier que pour la partie Calliope chez ICERT depuis plus d'1 an. Donc je voulais juste vous présenter rapidement en fait l'équipe. Vous avez donc Aurélie Chouanière qui est notre responsable d'exploitation et mes collègues Camille Le Mérigot, Lilith Lemoine, Florian Mazuret qui s'occupent aussi de la certification de Calliope et qui peuvent éventuellement aussi traiter un nouveau dossier. Ensuite, je voulais vous expliquer comment se passait en fait la certification du début jusqu'à la fin, vraiment toutes les étapes pour que s'il y a une question ou si vous avez un doute, comme ça vous saurez comment ça se passe. La première étape, bien sûr, c'est la demande de devis qui se fait maintenant via notre site internet directement. Ensuite, vous pouvez, on a une application depuis peu que je vais évoquer de nouveau tout à l'heure, donc qui s'appelle ICERT, qui est vraiment censé faciliter les échanges entre nous, sur lesquels vous allez pouvoir déposer tous vos documents pour qu'on puisse valider votre recevabilité. Donc, ces documents, les premiers documents que vous devez nous envoyer, c'est simplement un cabis. Alors, dans votre cas, c'est plutôt une attestation INSEE qui soit actualisée, donc plutôt récente, qui soit pas plus vieille de 3 mois en général. Votre dernier bilan pédagogique et financier, donc de l'année en cours, hein, bien évidemment, si vous l'avez pas encore déclaré, on prend le dernier, hein, ça y a pas de souci. Et ensuite, on a besoin d'un lien vers un site internet ou de documents pour un petit peu connaître toutes les formations que vous faites. C'est principalement pour l'auditeur, pour qu'il puisse savoir exactement quel type de formation vous donnez au sein de votre structure. Si tous ces documents sont bons, si on peut les valider, si vous avez bien rempli le dossier, tout est bien signé, etc., nous, on procède du coup, on déclare une recevabilité positive. À la suite de cette recevabilité, on vous propose le profil d'un auditeur. Donc, sachez que tous nos auditeurs sont formés par nos soins, ils sont contrôlés au niveau de la responsable qualité. On actualise tous les ans leur niveau aussi, leur formation éventuelle qu'ils ont pu rajouter. Donc vraiment, on a des auditeurs complètement qualifiés qui sont en mesure de faire des audits dans vos structures sans aucun problème. On a des auditeurs dans toute la France. Donc le critère principal pour vous proposer un auditeur ou une auditrice, bien sûr, c'est l'aspect géographique. Donc ça, c'est vraiment un CV de base que vous recevez, donc avec un petit peu l'expérience professionnelle, etc. De l'auditeur ou de l'auditrice. Ensuite, une fois que vous avez validé son profil, vous avez 7 jours pour valider. Ça, c'est comme c'est la loi, on va dire, le décret est comme ça. Vous avez 7 jours pour valider le profil. Une fois que toute cette partie de validation est bonne, nous, on envoie une commande de prestation, ou plutôt, on envoie une mission à l'auditeur ou à l'auditrice. Ensuite, cet auditeur ou cette auditrice prendra contact avec vous pour fixer une date. Sachez que, au maximum, les auditeurs vont essayer de fixer une date selon vos souhaits. On va toujours essayer de faire selon vos disponibilités. Souvent, les personnes préfèrent qu'il y ait telle ou telle personne disponible pour l'audit. Il n'y a aucun problème. Nous, dans tous les cas, on s'adapte sans souci par rapport à ça. Ensuite, vient du coup l'aspect préparation de votre côté que vous faites personnellement. Et ensuite, l'auditeur, il aura 8 jours avant la date d'audit, va devoir vous envoyer le plan d'audit. Le plan d'audit, c'est un petit peu comment va se dérouler l'audit avec les différentes étapes. Donc, il mettra en place, c'est comme un petit tableau où il y aura tous les indicateurs et éventuellement, ce que vous pouvez faire en amont, c'est évoquer avec l'auditeur quelle personne vous allez mettre pour l'audit, quelle personne, selon les indicateurs, est-ce que ça sera telle ou telle personne. Vous allez pouvoir un petit peu organiser et ça vous permettra de voir exactement comment tout cela va se dérouler. Donc, c'est un plan d'audit, vraiment, il n'y a rien de compliqué, mais ça peut vous aider pour vous préparer aussi en amont. Donc, ensuite, arrive du coup le jour de l'audit, l'auditeur pose ses questions, vous apportez les éléments de preuve nécessaires. Ensuite, nous attendons du coup le retour du rapport de l'auditeur. Sachez que pour tout cela, il y a des délais. Il y a des délais qui ne dépendent pas de nous, c'est des délais officiels. Donc, il a exactement 15 jours ouvrés pour nous renvoyer le rapport.
Ensuite, s'il y a des non-conformités, aussi bien mineures que majeures, on rajoute 21 jours. Donc ça veut dire qu'il y a un délai supplémentaire. Ce délai, bien sûr, c'est pour vous permettre aussi à vous de pouvoir répondre aux non-conformités pour que lors du comité, vous ayez la possibilité aussi, malgré les non-conformités, d'apporter les éléments de preuve aussi nécessaires pour valider la certification. Donc ensuite, une fois que nous procédons à la relecture de votre rapport, il passe en comité. Le comité prend donc la décision. En termes de délai, pour vous donner un petit peu pour que vous ayez un peu une idée de nos délais, nous sommes en capacité de prévoir un audit dans un délai de 1 mois une fois que la recevabilité positive est donc prononcée. Après, si vous voulez un délai de manière générale, pour une certification totale, on va dire qu'il faut compter environ 3 mois entre le moment de la recevabilité et le moment où vous allez recevoir votre certificat et où vous allez du coup avoir tous les documents nécessaires pour pouvoir communiquer auprès de la certification et faire communiquer auprès de vos clients ou vos futurs clients et aussi pouvoir faire les démarches administratives comme quoi vous êtes bien Calliope. Donc une fois que vous êtes arrivé à cette fin d'étape où vous êtes certifié, vous avez vraiment bien rempli toutes les étapes. C'est une démarche qui n'est pas difficile. Elle demande un petit peu de rigueur aussi bien au niveau administratif, mais vraiment il n'y a rien de compliqué sur cet aspect. Donc si il n'y a pas de questions, si tout est bon pour vous, je voulais évoquer un deuxième point. Je voulais évoquer quelques mots-clés. En effet, souvent ça revient, on a des questions sur les délais. Donc comme je vous ai évoqué, les délais, il faut compter environ 3 mois. On va dire si vous êtes pressé. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de pas le faire tout au dernier moment parce que beaucoup de gens vont vouloir septembre, octobre. Nous, on dit plutôt attention, s'il y a des non-conformités, il faut prendre en compte. Si vous ne répondez pas bien aux non-conformités, il est possible que le comité de décision vous fasse des demandes complémentaires. Donc, du coup, ça rallonge les délais. Donc, surtout, n'hésitez pas à prévoir des dates un petit peu plus tôt pour être sûr d'avoir le temps de répondre à toutes les questions nécessaires, même si de manière générale, ça se passe très bien. Même s'il y a des non-conformités, dès l'instant qu'elles sont répondues, il n'y a vraiment pas de problème, ça passe en comité. Par contre, lors de l'audit de surveillance, il y aura bien une vérification de ces non-conformités pour être sûr que vous avez mis en place tout ce que vous aviez évoqué. Mais en tout cas, pour les délais, nous, on vous conseille quand même de faire un petit peu à l'avance. Mais sachez que s'il y a une urgence, on peut traiter aussi les urgences. Même si, en principe, il n'y a rien mis à part le mois de janvier 2022, il n'y a pas d'urgence particulière. Je voulais aussi évoquer le périmètre de la certification. Donc, ce que j'entends par périmètre, c'est les différentes catégories d'actions. Donc, action de formation, comme a évoqué mon collègue, action de formation, bilan de compétences, VAE et CFA. Sachez que souvent, on retrouve des petits, je dirais pas des, mais il est possible que certains UDSP ou SDIS puissent penser que vous faites de la VAE ou du bilan de compétences, etc. Sachez que normalement, sauf si vraiment il y a un cas exceptionnel, vous ne faites que de l'action de formation. Vous ne rentrez que dans la catégorie d'action de formation. Donc surtout, si vous avez un doute malgré tout, n'hésitez pas à nous joindre, on pourra répondre à votre question. Ensuite aussi, il y a une autre problématique, c'est par rapport aux documents administratifs. Donc en effet, nous, pour valider votre dossier, comme je vous ai évoqué, on a besoin de documents administratifs. Surtout des documents à jour où apparaissent vraiment votre bonne adresse, etc. Que il n'y ait pas de problème majeur. Donc bonne adresse, correct numéro de NDA qui correspond bien à ce qui a été noté dans le devis. Et aussi un bon chiffre d'affaires, un bon dans le sens qui correspond vraiment à votre activité, etc., qu'il n'y ait pas eu de problème, que l'adresse soit la même aussi bien sur le NDA que dans le dossier ou dans le BPF, donc qu'il y ait vraiment que tout soit en accord, qu'il n'y ait pas de choses particulières, ou sinon n'hésitez pas à nous parler s'il y a un changement d'adresse ou autre, nous on s'adapte, on actualisera éventuellement, donc ça, il n'y a vraiment pas de souci. Je voulais aussi évoquer rapidement l'aspect multisite, parce que je pense que des fois, vu que selon les structures, vous pouvez avoir plusieurs sites où vous donnez des formations. Nous, on entend par site vraiment un lieu où il y a du personnel permanent en rapport avec l'activité de formation. Si c'est simplement des sites que vous louez ou que vous avez en propriété, mais qui ne servent que pour l'activité de formation de manière ponctuelle, vous n'êtes pas considéré comme un multisite. Vous n'avez bien qu'un seul site. Par contre, si vous avez des doutes et vous vous dites « mais moi j'ai du personnel permanent sur un autre site, du coup je sais pas trop », n'hésitez pas,
de même à nous joindre. On saura répondre à votre question. Mais sachez que pour multisite, il faut absolument que le deuxième site ou troisième site potentiel apparaisse sur votre attestation INSEE. S'il n'apparaît pas, on ne pourra pas le mettre sur le certificat. Donc normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis de ce côté-là. Je voulais aussi redire quelques mots par rapport aux auditeurs. Sachez que nos auditeurs et nos auditrices sont vraiment formés par nos soins. Ils savent s'adapter à toutes les structures. On sait que vous avez une méthode de travail particulière et différente à d'autres organismes de formation. Nos formateurs sont vraiment formés par rapport à ça. Ils jugent pas ce que vous faites, mais la manière dont vous le faites, comme un autre organisme de formation, mais ils savent prendre en considération que peut-être que pour certains indicateurs, vous ne répondrez pas de la même manière que d'autres organismes, mais en tout cas, ça, ils le prennent en compte. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là. Ils font les audits de manière professionnelle, avec de la bienveillance et surtout une manière impartiale de faire les audits. Donc, de ce côté-là, vous pouvez être rassurés. Et enfin, je voulais juste faire une toute petite conclusion. J'ajouterais que vous disposez d'une équipe complètement à votre écoute. On est vraiment bienveillant. On sait que c'est pas toujours facile la certification, surtout c'est pas votre cœur de métier, on va dire. Donc on est vraiment là pour vous écouter, pour répondre à vos questions. Et surtout, vous n'hésitez pas. Si vous avez des doutes, on est joignable tous les jours. Si moi je peux pas vous parler, ça sera une autre de mes collègues. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Et je laisse du coup la parole à mon collègue Quentin. Merci Amandine, on est joignable tous les jours sauf le samedi et le dimanche. Sauf le week-end, c'est vrai. Enfin moi, si vous voulez, je peux. Hein. Mais oui, effectivement. Et c'est vrai que alors je tiens à souligner 2 points très importants que tu as évoqués. C'était sur la partie, notamment sur la partie délai. C'est vrai que les délais, il y a beaucoup d'organismes de formation qui nous contactent aujourd'hui, mais qui n'ont pas cette notion d'urgence pour la fin d'année et qui n'arrivent pas à mettre bout à bout tous les délais. Et au final, si ils prennent pas de marge, ils se retrouveront pas certifiés avant le 31/12. Et c'est vrai qu'il faut anticiper d'éventuelles non-conformités où vous avez donc potentiellement 3 à 6 mois pour pouvoir les résoudre. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que on incite plutôt à réserver une date rapidement, déjà pour ne pas se faire bloquer vis-à-vis des autres organismes de formation qui vont arriver tous sur l'été ou sur l'automne pour demander une date d'audit. Donc si vous voulez encore choisir une date qui va justement vous convenir, essayez de bloquer au moins la date rapidement. Ce serait, on va dire, un énorme avantage que vous prendriez vis-à-vis des autres organismes qui n'ont pas encore la certification. Voilà, c'est un des conseils que je peux vous donner. Après, à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Il y a une question, j'ai vu aussi, qui avait été posée, qui est assez intéressante sur la partie chat. Je me permets de répondre à une question. C'est Teddy qui indique que, donc, si j'ai bien compris, lors de mon inscription au sein de votre organisme, en fonction du type d'OF, vous m'indiquez les critères à répondre. Alors les critères ne sont pas, c'est pas nous qui allons vous les définir. En fait, ils sont définis dans le référentiel des exigences en fait, où en fonction du nombre de catégories d'action, il est indiqué donc les critères qui correspondent à telle et telle catégorie d'action. Donc ça, vous pouvez vous en référer. Ce sont des documents qui sont gratuits. Il me semble bien que avec Monsieur Vidal, il y a eu tout un travail qui a été fait, si je ne dis pas de bêtises, pour que vous puissiez justement connaître ces fameux indicateurs. S'il y a besoin, on pourra en revenir dessus de manière succincte pour que vous ne soyez pas perdus. Je ferme la parenthèse sur la question, je reviens sur le déroulement du webinaire. Donc du coup, on était sur comment se déroule donc, la certification avec ICERT, donc les plus-values chez ICERT. Donc, voilà, c'est histoire un peu de vous montrer aussi, nous, les aspects qui sont différenciants. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc au niveau des interlocuteurs qui sont disponibles, donc Amandine l'a dit et redit, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose justement qui est assez bien vu de la part des clients avec lesquels on travaille. C'est aujourd'hui, dès qu'il y a une question, on a des personnes, des contacts qui sont vraiment à 100% dédiés à cette activité-là et qui vous apportent une réponse au plus tard dans les 24 heures. En termes d'expérience, donc du coup, on a parlé de l'antériorité. Aujourd'hui, Amandine vous a bien démontré qu'on était une équipe à taille humaine, c'est-à-dire qu'on sait être proche de nos clients et on a derrière nous, bien évidemment, aussi un groupe
le groupe ITGA, qui nous permet aussi de nous maintenir à niveau sur de la documentation, enfin sur tout ce qui est réglementation, pardon, et les éléments par rapport au marché, et ainsi de suite. Donc, on reste quand même une grosse structure, mais vous avez accès donc plutôt à une entreprise familiale qui est plutôt proche de ses clients. Ensuite, donc un dispositif de certification pensé dans les moindres détails pour vous éclairer, notamment donc avec les dispositifs et le référentiel didactique. Donc le dispositif et le référentiel, je vous en parlerai dans les slides qui arrivent. Et au niveau donc des rapports d'audit qui sont faciles à lire, c'est vrai on a un certain degré d'exigence auprès de nos auditeurs et on ne leur demande pas de dire lorsqu'il y a une non-conformité ou lorsqu'il y a un critère qui est audité, de dire si c'est conforme ou non conforme. On leur demande derrière de nous développer et d'argumenter pourquoi ils ont jugé que c'était conforme ou non conforme, de manière à ce que vous, en tant qu'organisme de formation, quand vous aurez accès aux éléments, vous puissiez dire ah oui, si j'ai bien compris, ça c'est conforme pour telle raison et ça c'est non conforme pour telle raison. Ça vous permet aussi derrière de pouvoir retravailler. Contrairement à d'autres organismes, où derrière vous allez juste retrouver un rapport avec des croix dans des cases et vous ne saurez pas du tout pourquoi en fait l'auditeur a raisonné de telle et telle manière. Et pourquoi aussi l'organisme de certification derrière a pris telle et telle décision. Et enfin, donc la digitalisation, pareil, c'est un autre point que je vais vous évoquer dans les slides suivants, sur lesquels justement on a essayé de vous faciliter les choses en optimisant aussi les outils qu'on vous mettait à votre disposition pour pouvoir avancer sur la certification Calliope. Donc, si je reviens sur le point justement, le quatrième point, donc un dispositif de certification pensé pour dans les moindres détails, je me disais que j'allais l'aborder dans les prochaines slides, donc c'est le cas. Ce sont deux documents, le dispositif de certification et le référentiel des exigences. Donc, ce sont deux documents qui sont téléchargeables sur notre site internet. Je peux vous mettre par ailleurs le lien si vous voulez vous rendre sur notre site internet pour pouvoir les consulter. Mais si je ne dis pas de bêtises, donc du coup c'était ce qu'on disait tout à l'heure, les indicateurs quand vous êtes un organisme de formation, si vous voulez savoir à quels indicateurs vous devez faire référence, il faut aller donc dans le référentiel des exigences. Et c'est tout le travail justement que M. Vidal a réalisé avec justement la fédération pour pouvoir vous transmettre des documents dans ce sens. Donc ces documents-là sont à quelque chose près, ce sont les mêmes que ceux que vous avez reçus de la part de la fédération, mais ils sont juste présentés différemment. Voilà. Donc vous pouvez vous y appuyer, vous pouvez les télécharger sur notre site internet si vous le souhaitez. Ils sont gratuits. Là-dessus, c'est une donnée qu'on a décidé de laisser ouverte à tout le monde, même si derrière il y a du travail de fait par ICERT, il n'y a pas de raison qu'on le garde que pour nous ou que pour ceux qui acceptent d'avancer avec nous. Et le dispositif donc du coup de certification, ça vous permet de décortiquer étape par étape comment vous devez avancer, enfin plutôt qu'est-ce qui vous attend, avec qui vous allez être en interaction et quels sont les délais. Donc c'est plutôt deux éléments qui sont plutôt assez intéressants pour pouvoir appréhender la certification Calliope. Je reviens sur mon support, pardon. Je vous parlais donc des outils qu'on vous mettait à votre disposition, des outils digitaux pour vous faciliter la tâche et le suivi donc, administratif. Donc, on va commencer par le début. Généralement, ça vient du devis. Donc, pour réaliser un devis, il y en a beaucoup qui nous contactent. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai été un peu contradictoire avec ce qu'on avait dit au mois de novembre, au mois d'octobre. On vous avait transmis donc du coup un formulaire PDF. Ce PDF, il est toujours d'actualité, c'est-à-dire que si vous souhaitez un devis, vous pouvez le renseigner et nous le renvoyer. Et à la suite de ça, on va vous rédiger un devis. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. De la même manière que si vous avez des questions et que vous souhaitez joindre par téléphone, donc une des personnes de l'équipe qu'Amandine vous a présenté tout à l'heure, vous pouvez le faire et on rédigera donc le devis directement en ligne avec vous. Ou alors, si vous souhaitez de l'autonomie, on vous propose justement de remplir votre devis directement en ligne via justement un genre de formulaire qui génère automatiquement un devis au format PDF que vous recevrez dans votre boîte mail. Et à l'issue justement de cette étape de devis, nous avons développé une application, l'application eCert, qui permet de suivre étape par étape l'avancement de votre dossier dans la certification. Donc, vous avez là sur cet écran
quelques captures pour vous donner un peu une idée du visuel. Et vous pouvez justement derrière transmettre les documents pour la recevabilité et puis voir ce qui bloque, ce qui avance, quels sont les documents qui manquent éventuellement, voir si la décision de l'auditeur a bien été transmise du coup à ICERT, et du coup vous suivez l'intégralité des délais et vous pouvez avoir cette projection sur du long terme. Au niveau de l'audit, donc effectivement, j'ai souhaité faire une petite parenthèse sur cette partie-là, de manière à vous rassurer, parce que l'audit, c'est souvent vu comme un peu la bête noire de la certification, et on se dit, c'est quelqu'un qui vient dans mon organisme et farfouiller, poser des questions, et puis ça me déplaît un petit peu. Alors, faut pas le voir comme ça. En fait, il faut le voir plutôt comme une personne qui vient, certes, de l'extérieur, mais une personne à qui vous devez présenter en fait votre travail, tout simplement. Et l'échange se doit justement d'être un échange simple, convivial. Il n'y a pas de raison que ce soit pas convivial, même si c'est un audit. Et l'auditeur, il est là simplement pour observer et constater en fait des éléments par rapport à ce que vous réalisez au quotidien. Donc c'est simplement un échange. Il faut vraiment le voir de cette manière-là. Après, je pense que les deux UDSP, donc de la Manche et du 50, représentés par Serge et Frédéric, je les laisserai donc évoquer la façon dont ils ont ressenti le passage de l'audit. Pour finaliser donc sur la partie des auditeurs, donc des auditeurs de confiance, pourquoi? Tout simplement parce que on les prépare, on a une répartition donc, géographique qui est nationale, comme on l'a dit plusieurs fois lors de ce webinaire. On a une proximité, une attention réelle donc, auprès de nos clients. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aspect humain, hein, c'est que on n'est pas là uniquement pour regarder des aspects administratifs. Derrière, ici, il y a si on peut encore prendre, enfin en tout cas, on espère qu'on pourra prendre encore un café pour un peu bavarder. Ce sont des moments qui sont conviviaux, qui sont importants aussi dans un audit. Et l'auditeur n'est pas là uniquement pour justement être la personne avec la veste noire, la cravate noire et puis la petite mallette pour venir justement regarder ce que vous faites. Ensuite, il y a le parcours de qualification donc rigoureux et approfondi donc, dont Amandine vous a parlé tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cet aspect de qualification des auditeurs. On n'envoie pas quelqu'un qui ne connaît pas la formation et qui ne connaît pas la certification. Il y a des critères donc, de sélection qui sont exigeants pour pouvoir justement avancer avec un auditeur avec qui on va travailler. C'est-à-dire que dedans, on va rechercher donc l'expertise de la formation, une formation pratique, soit une formation ou la pratique de l'audit, et notamment donc du coup ce que je n'arrête pas de redire depuis tout à l'heure, c'est justement toutes les qualités humaines et de communication sur lesquelles on est assez exigeant. Et on ne souhaite pas justement qu'on rentre dans un moule où c'est du travail à la chaîne. Et enfin, donc, du coup, un suivi rigoureux aussi une fois que les auditeurs sont en partenariat avec ICERT. Derrière, on veut s'assurer qu'il y a un suivi, que les auditeurs continuent à avoir toujours le même degré d'exigence envers le travail en fait, qu'ils réalisent. Je vais laisser la main donc, du coup, à Monsieur Vidal. Merci. Merci, Monsieur Laloyau, merci Amandine également par rapport à vos explications qui étaient très claires de manière à démystifier quelque part toutes les étapes préparatoires à l'audit et l'audit pour lui-même. Donc, effectivement, nous avons commencé à travailler, comme je le disais tout à l'heure, au sein du groupe de travail et après validation du président et du comité exécutif dès la fin de l'année 2019 pour élaborer le guide dont il a été fait mention à plusieurs reprises, qui reprend le référentiel du ministère du Travail et plus particulièrement du secrétariat d'État à la formation professionnelle, de manière à rendre audible, si je puis dire, l'ensemble des critères qui sont énoncés et des indicateurs par rapport à ce que nous faisons au sein des unions départementales. Et cette transcription dans un langage que l'on connaît devrait, en principe, et on l'espère en tout cas, vous faciliter la tâche pour que, effectivement, et au regard des témoignages que nous allons entendre de Serge Lacoste, le PUD de l'Allier, et de Frédéric Duchemin également, le PUD
du 50 de la Manche, bien faciliter les démarches, autant dans la préparation de l'audit que également dans l'audit par lui-même. Voilà, donc on a mis en place ces dispositions et puis un partenariat, puisqu'il était dans le cadre de l'accompagnement que nous faisons, puisque on ne peut pas faire plus, il ne s'agit pas de faire de l'ingérence au sein des unités, mais bien, et c'est le rôle de notre fédération de vous accompagner. Nous avons mis en place une convention qu'on appelle une convention groupée avec donc ICERT, qui permet d'avoir certains avantages que M. Laloyau vous expliquera par la suite. Mais c'est vrai que pour revenir sur les éléments qui ont été donnés précédemment, il est important, évidemment, et c'est la première étape, vraiment, de faire le devis, parce que c'est ce qui va vous permettre de démarrer votre démarche. À la fois, alors il faut de la rigueur et de la méthode, en fait, pour se préparer, mais au moins d'avoir un objectif, en ayant arrêté la date de l'audit, d'avoir un objectif en termes de planning et de pouvoir ainsi planifier votre travail préparatoire. Donc ça, c'est un élément qui est indispensable, surtout que, eh bien, par rapport à la date d'échéance du 1er janvier 2022, eh bien, on s'y rapproche, forcément, puisque ça y est, nous sommes le 25 février 2021. Donc, forcément, vu le nombre d'organismes de formation et le nombre d'organismes certificateurs, à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle l'effet d'entonnoir. Donc, d'où l'importance, encore une fois, bien de faire le devis, que ce soit en ligne ou quelles que soient les modalités proposées. Et c'est un grand avantage d'avoir plusieurs modalités, mais aussi donc derrière, et bien de pouvoir anticiper au mieux l'audit et donc d'arrêter une date ensemble avec ICERT. Donc, mise en place de ce guide fédéral qui fait une centaine de pages sur la partie explication et qui ne reprend que, effectivement, comme ça a été souligné, que la partie dont on relève, c'est-à-dire tout ce qui concerne la formation. C'est vrai, et je comprends les questionnements qui ont pu remonter auprès d'Amandine sur la partie validation des acquis de l'expérience. C'est vrai qu'au sein des SDIS, plus particulièrement, il existe, de par nos textes réglementaires, la possibilité de faire ce qu'on appelle la VAE ou la RATD, c'est-à-dire la reconnaissance des titres et diplômes. Sauf que ça, c'est prévu dans le cadre réglementaire interne du ministère de l'Intérieur qui nous régit, propre au fonctionnement des SDIS. Les SDIS ne sont pas ce que l'on appelle des CIBC, des centres interprofessionnels de bilan de compétences. Nous n'avons pas des gens formés pour ça, nous ne faisons pas de la VE au sens réglementaire défini par le Code du travail et par rapport à la réglementation. Donc c'est pour ça que nous, ce qui nous concerne, eh bien, c'est uniquement la partie délivrance de formation et donc développement des compétences. Que les choses soient bien claires. De même, on n'est pas un CFA, on n'accueille pas des apprentis, on ne perçoit pas la taxe d'apprentissage. Donc voilà, je voulais être très clair là aussi sur ces éléments-là, sur l'échéancier qui est important et le fait de ce partenariat avec ICERT qui nous permet eh bien d'avoir ce suivi qui est mis à notre disposition dans le cadre de l'accompagnement qui vous a été juste précédemment, autant par M. Laloyau que par Amandine, décrit, et je les en remercie par ailleurs. Voilà, M. Laloyau, je pense qu'on peut passer peut-être au témoignage, à moins qu'il y ait des questions auxquelles je dois, moi, répondre sur le chat, mais sinon, on peut avancer de cette manière-là. Oui, je suis désolé, j'ai oublié d'avancer sur la diapo, donc veuillez m'excuser. C'est bon du coup pour vous par rapport à ce support? Oui, ben, ça reprend ce que je viens de dire, il n'y a absolument aucun problème. Bon, je le disais dans mon propos introductif, c'est vrai que les commissions sont en train de travailler sur la réactualisation des référentiels internes de formation et de certification, puisque là aussi, moi j'ai eu quelques idées au téléphone qui ne savaient pas trop quoi faire par rapport aux formations incendie, extincteurs qu'elles peuvent délivrer. C'est pas la peine d'aller risquer d'avoir une non-conformité, qu'elle soit majeure ou mineure, en partant sur ces formations-là, alors que ce qui relève directement de la certification Calliope, ce sont les formations inscrites au répertoire national de certification ou bien au répertoire spécifique, et qui concernent donc, même si je suis un peu lourd, mais il vaut mieux que je le répète, les formations donc liées au PSC1, PAE1, les formations de formateurs, donc tout ce qui est secourisme grand public et également le SST aussi. Voilà, donc, et le BNSSA qui est également concerné. Voilà.
Eh bien, écoutez, on peut donc, je vois qu'il y a la diapo introductive pour Serge Lacoste, à qui je vais laisser la parole pour qu'il puisse nous dire comment il a perçu avec son équipe l'audit et d'abord la phase préparatoire, sachant que c'est une union départementale, et ça il faut le souligner, qui fonctionne à 100% sur du bénévolat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnel permanent pour assurer toute la partie administrative ou organisationnelle liée à la formation. Serge, à toi la parole. Oui, bonjour, merci Claude de tes propos. Bonjour à tous. Oui, moi je vais plutôt être rassurant, hein. Tout à l'heure, c'était dit, donc Monsieur Laloyau l'a indiqué, l'ICERT accompagne, on va dire, de manière très pro cette démarche de certification. Et comme le dira Fred tout à l'heure, parce qu'on a déjà échangé sur le sujet, l'outil indispensable, c'est le guide fédéral que tu as réalisé, Claude, avec le service juridique de la fédération, et notamment Olivier Rioux, mais aussi toute l'équipe qui était à vos côtés et qui a produit véritablement un outil qui est extrêmement facilitateur. Alors, il demande un peu de travail, puisqu'il faut bien sûr s'y pencher dessus, faire le pesant de chaque item, mais si on est, on va dire, motivé avec une équipe. Alors, moi, je l'ai fait qu'une garde rapprochée, hein. Cette certification, moi, je considère qu'elle est transverse. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, donc ils sont énumérés dans le guide, je ne vais pas les détailler, c'est pas nécessaire, mais qui font appel à différentes connaissances ou différentes organisations de l'union départementale, notamment comment on s'organise pour apporter des réponses à nos formateurs en termes de matériel, etc. Tu l'as dit, nous on est totalement bénévoles, on n'a pas de salariés, donc on a mené ça à 5 personnes, chacun pour sa partie avec ses connaissances. Pour reprendre tout à l'heure les propos de M. Laloyau, moi j'ai trouvé que l'auditeur était extrêmement alors sympathique, oui, mais il était professionnel surtout, donc avec une véritable écoute, une volonté de savoir, pas dans le jugement, une volonté de savoir, de relater les faits comme ils étaient. Et alors pour notre part, hein, c'est peut-être, il n'y a pas de fierté à ça, mais même s'il y en a une petite quand même, il a noté quand même la partie sérieuse, l'organisation de notre union départementale. Et pour moi, c'est important d'ailleurs en tant que président, puisque même si j'avais conscience des actions menées et du travail mené par mon équipe, notamment sur la partie formation, là, grâce à cet audit, eh ben, j'ai découvert que on était dans le vrai, qu'on avait un vrai process de formation et qu'il était eh ben, reconnu par un organisme extérieur qui venait nous auditer, qui regardait ce qu'on faisait, comment on était organisé. Et moi, je dirais que c'est plutôt rassurant pour les présidents d'union départementale. Et tout ça fait que ça sera aussi rassurant pour nos potentiels clients, puisque derrière, il va y avoir cette démarche, tout le monde ne l'aura pas, hein. Ça demande quand même alors, je ne parle pas des unions départementales, hein, je parle que en termes d'organismes de formation, aujourd'hui, on a un peu tout, on va dire, et il est parfois bon de faire le ménage, c'est-à-dire que nous, on a des process qui sont mis en place, on fait des choses de manière très correcte, et je pense que cette certification va dans ce sens-là. Elle apporte une légitimité et une vraie visibilité pour les unions départementales. Donc, moi, j'en tire et mes collègues aussi, hein, je suis le témoin de mes 4 collègues, on en a tiré une vraie satisfaction parce que c'est quelque chose qui a mis en évidence pour l'ensemble des personnes et même maintenant, je dirais, notre composante union départementale et même extérieure, puisque j'ai voulu communiquer sur cet état de fait sur les réseaux sociaux et avoir les retours. Il y a un vrai enjeu, il y a un vrai intérêt. Donc voilà, moi ce que je peux conseiller à nos collègues, c'est de se lancer dans la démarche. Vous serez accompagnés. Soyez attentifs, ça a été dit, sur les échéances. De toute manière, il faut y passer, il faut le faire. Donc mettez-vous en ordre de marche. Et je vais laisser, je pense, la parole à M. Laloyau qui va lui-même la laisser à Fred. Donc merci à tous et puis bon courage à tous. Et c'est faisable. Merci beaucoup pour ce témoignage, Serge. Et effectivement, j'ai rien de plus à rajouter. J'ai directement laissé la parole à Frédéric pour qu'il puisse témoigner également. Et bonsoir à toutes et à tous. C'est difficile de passer derrière Serge parce qu'en fait, il a tout dit. Non, oui, il a tout dit. Moi, je partage exactement l'envie de Serge. Il faut absolument qu'on soit certifié. C'est pas
c'est pas une montagne, hein. Claude, la Fédé, ils nous ont fait un travail phénoménal. Nous pour pouvoir valider cette certification, on a tout bêtement suivi le document qui a été fait par la Fédé. Nous, on a repris tous les items et tous les critères les uns après les autres. Et à chaque fois qu'on nous demandait un document, on l'a préparé. Et puis, moi, je voulais aussi aller sur le côté humain, la disponibilité, l'adaptation, la bienveillance et l'écoute de notre auditrice. Et il y a une phrase qui était marquée tout à l'heure, c'était un bon audit est un bon échange. Et nous, on a particulièrement bien échangé. Et moi, je vais dans le sens de Serge. Cette certification, ça va nous permettre d'avoir une véritable façon d'exister et c'est une preuve de notre professionnalisme. Même si ben moi j'ai une assistante qui travaille, elle est salariée de l'union départementale, mais ben, tous les autres ils sont tous bénévoles et on a tous travaillé, enfin on était deux pour préparer l'audit. Donc moi ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir une... Alors Serge l'a évoqué, puis on l'a évoqué aussi un peu avant, c'est d'avoir des gens qui ont des domaines de compétences dans lesquels on a un petit peu de référence, quoi. La bonne maîtrise du réseau fédéral en matière de secourisme, pour moi, il faut, le jour de l'audit et avant dans la préparation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait cette bonne maîtrise du réseau fédéral, qui soit présente de façon à bien expliquer comment ça fonctionne. Nous, dans notre démarche, l'auditrice qui est venue nous a expliqué comment allait se passer l'audit. Et après, moi, je lui ai demandé si elle m'autorisait à lui présenter la façon dont on fonctionnait. Et ça a permis de mettre le train sur les bonnes rails. Et après, à chaque fois qu'on évoquait des choses, bah, ça nous permettait de revenir sur la présentation de l'un et de l'autre. Et ça nous a permis de bien avancer. Et moi, je vois aussi ça comme une véritable façon de progresser et d'avoir une qualité meilleure de prestation de service. Parce que lorsqu'on fait de la formation, on fait de la prestation de service. Et il y a le avant la formation, il y a le pendant la formation et il y a aussi le après la formation. Et ça, c'est pour la partie formation, mais aussi pour notre assistante et pour nos formateurs. Notre assistante, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle travaille dans l'UD et on ne lui a jamais fait d'entretien annuel professionnel, enfin, d'entretien annuel. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on passe par cette phase-là parce que c'est quelque chose de très important. N'ayez pas peur de cet audit. Vous êtes tous des passionnés dans ce que vous faites. Et grâce à cette passion et grâce à cette conviction, votre audit, vous allez le mener à bien. Et le 03 et le 50 ont réussi, et Claude aussi, donc je ne vois pas pourquoi les autres ne réussiraient pas. Donc bon courage à toutes et à tous, et puis vous inquiétez pas, ça va super bien se passer. Bah, ce sont deux beaux témoignages. Merci effectivement donc, pour votre participation. Nous avons quelques questions qui sont apparues pendant que la présentation avait lieu. Certaines d'entre elles ont été répondues et d'autres sont encore sans réponse. Donc, du coup, on va essayer de les reprendre et de pouvoir y répondre. Il y en avait une pour vous, Monsieur Vidal, concernant donc du coup, Oui. c'était donc Monsieur Vidal, pouvez-vous redire quelles formations faites par les UD sont concernées? Je vous Alors, laisse il y a répondre. toutes les formations qui relèvent du SUAP et de l'enseignement du secourisme, donc en particulier le PSC1, le PSE1 et E2, tout ce qui relève de la formation des formateurs et de leur FMA, pour la partie secourisme grand public, le BNSSA, et également pour le SST, la formation du SST et les MAC pour les formateurs. Donc, ce sont des formations qui sont inscrites au répertoire spécifique et donc qui nous permettent de délivrer une certification qui est reconnue. C'est toute la différence de ce que je disais tout à l'heure, même si dans nos unions, effectivement, certaines délivrent également des formations liées à l'incendie. À ce jour, il n'existe pas de réglementation définissant le contenu. Le Code du travail oblige les entreprises effectivement à former leur personnel en sauvetage secouriste du travail, tout comme par rapport à l'incendie, voire parfois en fonction des risques par rapport aux risques chimiques, entre autres. Mais dans l'article du Code du travail, il n'est pas du tout donné de programme, et donc le programme se fait en fonction de l'analyse des risques que nous effectuons dans l'entreprise. Donc à ce jour,
Sur les formations liées à l'incendie, en particulier, il n'y a pas du tout donc de formation qui te donne délivrance à une certification professionnelle et qui relève soit du répertoire national de certification professionnelle, soit de l'autre partie qui est le répertoire spécifique, bien qu'étant obligatoire par le Code du travail. Et donc je disais, ça serait dommage qu'une UD se mette en difficulté lors de l'audit par rapport à des questions posées sur l'organisation, la délivrance de documents et tout ce qui se passe avant, pendant et après ce type de formation, alors qu'elles ne sont régies par aucun cadre réglementaire. Déjà, prenez en compte ce qui relève effectivement de la certification Calliope, qui sont donc ce qu'on appelle les certifications qui relèvent de la certification professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est titre, diplôme et certification professionnelle au regard du Code du travail et du Code de l'éducation. Pourquoi ? Parce que vous allez vous poser la question, et pourquoi ? Parce que tout simplement, le fait d'avoir la certification Calliope vous permet, comme c'est le cas, je l'espère aujourd'hui, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez ce soir, d'être au Datadoc, sur la plateforme du Datadoc, et d'être inscrit dans l'arborescence des organismes de formation de la Caisse des dépôts et consignations. Au 1er janvier 2022, tout ce qui est lié au référencement du Datadoc disparaît au profit de la certification Calliope. Ce qui veut dire que si demain, vous avez, je donne un exemple concret qui m'est arrivé et qui m'arrive encore souvent depuis ces derniers mois au sein de l'UDSP 64. Un retraité qui veut utiliser son compte personnel de formation. Le compte personnel de formation n'est plus alimenté puisqu'il n'est plus en activité. Pour autant, il peut toujours jouir de ses droits et utiliser l'argent qui est sur le compte personnel de formation. Eh bien, nous avons eu à l'UDSP 64 des retraités qui se sont inscrits pour un PSC1 en utilisant le compte personnel de formation. Et pour ce faire, eh bien, il faut passer obligatoirement, à un moment donné, par le gestionnaire de ces fonds, qu'est la Caisse des dépôts et consignations, et que lui ne versera l'argent qu'à partir du moment où l'organisme de formation soit est référencé jusqu'au 31 décembre 2021 au Datadoc, soit au 1er janvier 2022, eh bien, est obtenue la certification Calliope. De même qu'il nous arrive d'avoir des demandeurs d'emploi qui bénéficient d'un financement par Pôle emploi. C'est la même chose. Ou bien, eh bien ceux qui peuvent venir en formation dans le cadre de la formation professionnelle liée à leur entreprise et financée par le CPF. Du reste, je rappelle, si vous me permettez cette parenthèse, Monsieur Laloyo, mais c'est important qu'aujourd'hui, les unions départementales ne peuvent pas organiser de formation pour le grand public en raison des règles sanitaires par rapport à la loi d'urgence qui a été prorogée au 1er juin 2021, mais néanmoins ont l'autorisation, de par le Code du travail, d'organiser, bien sûr dans le respect des règles strictes liées à la pandémie, des formations justement dépendant de la formation professionnelle, c'est-à-dire pour des personnes qui en ont réellement besoin. Et donc, ces personnes-là, forcément, elles vont employer donc les fonds mutualisés, c'est ce que disait M. Loloyo, quand on parle de fonds mutualisés, ben, ce sont les fonds qui sont accessibles en particulier par le biais du compte personnel de formation. Donc voilà pourquoi donc de prendre en compte au titre de la certification Calliope que les formations relevant de celles qui sont inscrites aujourd'hui au répertoire spécifique. Et du reste, le service juridique a très bien fait son travail et s'est inscrit d'ailleurs dans le guide. Effectivement, alors je vous remercie les amis pour les propos bienveillants que vous avez eus, mais je ne suis pas le seul. Certes, j'ai conduit l'équipe, mais d'autres personnes ont heureusement travaillé avec moi et avec le guide, le service juridique, effectivement, pour la rédaction du guide. Et dans le guide, il y a toute la partie présentation qui est nécessaire par rapport à la préparation de l'audit et pour l'audit, où vous avez donc tous les textes réglementaires qui nous régissent et notamment l'ensemble des formations pour lesquelles on relève par rapport à la certification Calliope. Donc prenez bien appui sur le guide fédéral. Donc je rappelle que dans la lettre d'actu qu'on vous a diffusée il y a peu de jours, il y a le lien pour effectivement récupérer eh bien, le guide avec ses annexes. Et les annexes, donc, encore une fois, comme je le disais dans mon propos préliminaire, peuvent être téléchargées au format Word et adaptables donc à toutes les UD de France et de Navarre.
Merci beaucoup. On a une autre question également qui concerne les formations des sapeurs-pompiers. C'était les UD. Les UD sont habilités donc, pour les formations des JSP, donc j'imagine que ça doit être les jeunes sapeurs-pompiers. Cette certification s'applique-t-elle Mhm. aussi à ce domaine? Non, pour le moment, je dirais la certification Calliope ne s'applique pas pour les formations GSP, puisque les formations de GSP ne sont pas encore inscrites ou bien au RNCP ou bien au répertoire spécifique. Néanmoins, c'est une démarche qui est en cours auprès de notre direction générale de la sécurité civile et gestion des crises, euh, avec donc la vice-présidente en charge de la jeunesse, Florence Rabat, et l'animateur également de la commission GSP. Nous avons eu une visioconférence cette semaine avec notre direction générale, notamment par rapport à la révision du référentiel qui est en cours et l'arrêté également qui va être modifié, mais aussi pour aborder le fait d'une reconnaissance qui est déjà officielle. Hein, notre brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est déjà officiel par rapport à l'arrêté qui le définit, ministériel, mais pour autant, pour qu'il y ait une reconnaissance, notamment par rapport à l'éducation nationale, et donc ces démarches sont en cours. Alors il est clair que le jour où effectivement le brevet de GSP rentrera dans ce cadre-là, eh bien ça se rajoutera à l'ensemble des diplômes aujourd'hui, des certifications reconnues au répertoire spécifique, et donc ça rentrera de fait par rapport à la certification Calliope. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Merci Monsieur Vidal pour vos précisions. Alors, je n'ai pas vu d'autres questions apparaître. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble hein, des interrogations. Il y en a une qui vient d'apparaître. Donc, les formations Est-ce que vous pouvez donner, recyclage, Monsieur donc Laloyau, PSI. les modalités, vous savez, de la convention groupée dont on a parlé tout à l'heure, s'il vous plaît? Oui. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas Par entendu rapport sur la fin. aux avantages que nous offrons Ah oui, tout par le à biais fait. de notre partenariat. Voilà. Et effectivement, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Il y a eu donc du coup des accords hein, qui ont été évoqués, comme disait Monsieur Vidal, entre la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et ICERT. Donc ces dispositions s'appliquaient certes aux UDSP et justement tout un travail a été fait pour que les S10 puissent également en bénéficier. Donc dedans, on va retrouver essentiellement, enfin voire même quasiment que des avantages d'ordre financier, en plus de tout ce qu'on a évoqué là dans le cadre de ce webinaire. Mais donc ça concerne en fait les frais de dossier que nous offrons, sur lesquels justement nous n'en tenons pas compte si justement le devis nous revient sous moins de 15 jours. Une fois que vous avez donc fait votre demande. Et l'autre élément, c'est plus il y a aussi d'unions départementales à pouvoir contractualiser un devis, et plus une rétrocession sera, enfin il y aura une rétrocession en tout cas qui sera rendue à la fin, et plus en fait ce pourcentage sera conséquent. Donc c'est pour ça en fait, aujourd'hui vous signez un devis, mais demain, vous avez donc du coup, alors quand je dis demain, c'est de manière imagée, mais vous aurez donc du coup un retour par rapport à une enveloppe globale en fait, qui vous sera donc à chacun proprement de manière, enfin qui sera restituée. Voilà globalement Je les tiens à dire avantages qui ont d'ailleurs été que contenus. sur ce plan-là, je tiens à dire à mes collègues hein, qui écoutent que euh, contrairement à ce qui se fait habituellement dans un partenariat établi par la fédération, où il y a un retour financier qui revient directement à la fédération, là ici le choix a été fait par le président que ce retour par rapport au travail, à l'investissement que ça demande, revienne aux unions. Donc il faut aussi s'en féliciter, il faut le dire. Alors bien sûr, hein, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, il est bien clair que on n'oblige personne à s'embarquer dans la démarche, je dirais, par rapport au partenariat que nous avons mis en place. Mais il est clair que l'objectif que nous avons de suite voulu faire en termes d'accompagnement au sein du réseau, donc par le biais de notre fédération, c'est bien au travers de cet accompagnement de favoriser les démarches et donc d'éviter à nos UD de devoir rechercher un organisme certificateur.
Voilà, donc d'où l'importance effectivement du partenariat que nous avons pu mettre en place avec ICERT d'une part, et sachant que également, par le biais de la commission des directeurs, nous avons passé le message aussi auprès des SDIS que la proposition qui a été possible au travers de la fédération avec ICERT pour les unions est aussi possible pour les SDIS, de même que d'utiliser eh bien, le guide de certification que nous avons élaboré au sein de la fédération pour aider les SDIS également dans cette démarche, puisque les SDIS sont concernés également au même titre que les idées, et en particulier pour les formations délivrées aux sapeurs-pompiers volontaires et par le biais du conventionnement avec les employeurs. Donc voilà, donc c'est quand même une démarche qui est importante, et c'est un accompagnement qui est offert. On fait en sorte en tout cas de vous aider parce que c'est quelque chose qui est nouveau, qui s'est ouvert à nous par le biais de la loi du 5 septembre 2018, hein, bien qu'il existait déjà une démarche, enfin, un cadre réglementaire par rapport à la démarche qualité, mais néanmoins qui a introduit effectivement cette fameuse certification Calliope dont on parle depuis plus d'une heure ce soir et dont vous avez entendu parler depuis déjà plusieurs mois via les différents supports de notre fédération. Mais voilà, nous en tout cas, notre démarche, elle est là. C'est pour ça aussi que ce soir, nous avons voulu organiser avec M. Laloyau en commun ce deuxième webinaire. Nous avions organisé un premier webinaire le 10 octobre 2020, qui a été un franc succès puisque nous avions près de 100 inscrits. Ce soir, on arrive à peu près à la moitié. Donc, de toute manière, on savait qu'il y avait une nécessité pour les unions départementales qui ne s'étaient pas encore engagées dans le dispositif, eh bien qu'on puisse l'expliciter de cette manière. Donc c'est un engagement que également ICERT avait pris avec la fédération pour faire autant de fois que cela a été nécessaire eh bien, des points de rendez-vous comme celui de ce soir, encore une fois, par le biais de ce webinaire. Bon, je pense qu'effectivement, on a pu répondre à vos questions. S'il y a des zones d'ombre, ben, vous savez que vous pouvez contacter, donc vous avez la référence d'Amandine qui vous a été donnée tout à l'heure par rapport à ICERT, au monsieur Laloyau également, puisque moi, c'est le contact que je diffuse systématiquement au sein du réseau. Vous avez également Olivier Rioux et moi-même qui sommes là à votre disposition pour pouvoir vous aider, vous soutenir. Et en cas de besoin, on renforce l'équipe aussi avec Patrick Rossi également qui a conduit le groupe de travail sur la coordination des formations du réseau. Voilà, et qui a largement contribué également aux travaux du guide. Donc il n'y a absolument aucun problème pour ça, pour pouvoir vous aider, ou également Patrick Chavada et Gaëtan, Gali pour ceux qui les connaissent également, qui peuvent très bien aux besoins vous répondre. Donc voilà, c'est tout l'intérêt du réseau aussi, c'est on marche ensemble et donc on met nos compétences et notre temps à profit pour que le réseau puisse avancer et que dans le cadre de cette aventure liée à la certification Calliope, on puisse y répondre le mieux possible et être prêt, et je l'espère pour ceux qui nous écoutaient ce soir, qui peut-être ne se sont pas encore engagés dans la démarche, eh bien le faire et être prêt au 1er janvier 2022. En tout cas, nous allons poursuivre notre partenariat avec ICERT aussi. Nous en avons parlé depuis plusieurs semaines, donc on va cadrer ça comme il se doit, de manière à poursuivre l'accompagnement et à rebondir au-delà du mois de mars pour effectivement vous accompagner autant se faire se peut jusqu'à quasiment la fin de l'année. Voilà, Monsieur Laloyau. Très, rien de plus à dire. Je pense que là, on a vraiment fait le tour de la question à nous tous. Je pense qu'on a été, enfin, on a essayé en tout cas d'être assez clair sur les différents pans de la certification, des enjeux et comment vous pouviez justement entrer dans la démarche. J'imagine que ça faisait beaucoup d'informations ce soir. Vous n'avez pas forcément tout intégré et tout remis enfin, les cases aux bons endroits parce que bon, c'est quelque chose quand même qui peut paraître assez complexe au premier abord. Donc ne vous en faites pas. Nous, pour résumer, je dirais donc n'attendez pas. Entamez les démarches et derrière, de toute façon, vous avez donc la fédération et un organisme de certification qui sont là justement pour pouvoir vous écouter et
vous aiguiller, on va dire, dans certains, enfin, selon nos possibilités. Et jusqu'à présent, vous avez de quoi avancer sans grande difficulté jusqu'à l'audit. Vous avez de la documentation, vous avez des contacts, vous avez des outils qui sont formidables à votre disposition. Euh, Moi, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment allez-y. Après, c'est vrai que du coup, faut, en parallèle de la démarche que vous lancez, c'est vraiment vous assurer que votre structure et votre organisation en interne, donc, du coup, est solide et conforme au référentiel. Mais ça n'empêche que vous avez plusieurs mois entre le moment où vous validez un devis, où vous faites même une demande de devis, et le moment où l'audit a réellement lieu. Donc, ça vous laisse suffisamment de temps pour pouvoir vraiment, enfin, mettre les choses de manière claire et précise et au carré. Donc, voilà ce que j'aurais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Nous tenons vraiment disponibles pour pouvoir justement avancer avec vous et répondre justement à toutes ces questions, toutes ces zones qui vous paraissent peut-être encore floues aujourd'hui. Voilà pour mon mot de la fin. Ben, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Loriot. Merci Amandine aussi. Et puis Merci. merci à nos deux témoins, Frédéric et Serge, qui ont apporté un témoignage qui a permis d'éclairer effectivement comment se déroule l'audit. Il n'y a rien de tel que des personnes qui l'ont vécu pour pouvoir en parler. Tout à fait, tout à fait. Merci effectivement Merci beaucoup. à vous tous d'être intervenus ce Bonne soir. soirée. Bonne soirée à tous. Bonne